Dans cet épisode, je vais te présenter 3 étapes pour sortir durablement de l'inconfort émotionnel. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vraiment faire la distinction entre le fait d'apaiser temporairement un inconfort émotionnel et le fait de guérir d'un inconfort émotionnel chronique. La distinction entre ces deux cas de figure, c'est que dans un cas, on traite les symptômes et dans l'autre cas, on traite la cause. Pendant très longtemps, même des professionnels de santé, voire de santé mentale, considéraient que si c'est psychologique, c'est lié au mental. D'ailleurs, voilà, ça s'appelle santé mentale. Quand on parle de santé psychologique, on parle de santé mentale. Tu as probablement déjà entendu le fameux c'est dans ta tête, arrête de te prendre la tête, quand tu exprimais de la souffrance, des difficultés émotionnelles face à des situations qui te déclenchent et t'activent de la douleur, de l'inconfort. En fait, pendant très longtemps, on a pensé que simplement en parler ou arrêter d'y penser suffirait à ramener la paix émotionnelle. Mais ça, c'est l'apaisement du symptôme, pas la guérison de la cause. Donc dans cet épisode, les 3 étapes que je vais te présenter sont là pour parler de la guérison et te donner un meilleur aperçu de ce qu'est une blessure émotionnelle et de ce qu'est la guérison de la blessure émotionnelle. Pour qu'à la fin de cet épisode, si tu es concerné, que tu puisses mettre en place ces 3 étapes pour enfin vivre un soulagement durable. Alors, c'est parti. Première étape, identifier la blessure et la distinguer des conséquences de la blessure. Et pour ça, je vais donner 2 exemples. Un exemple de guérison de blessure physique et un exemple de guérison de blessure émotionnelle. Parce que les blessures émotionnelles se situent dans ton corps physique. C'est juste que contrairement à beaucoup de blessures physiques, elles ne se voient pas forcément à l'extérieur, mais elles se jouent à l'intérieur dans ton corps. Reste avec moi parce que je vais t'expliquer dans quelques instants comment ça fonctionne. Il y a 2 ans, je me suis blessée au niveau de la cuisse. J'avais super mal, je boitais, impossible de marcher normalement. N'étant pas médecin, j'ai préféré faire appel à un professionnel pour comprendre ce qu'il se passe. Je suis donc allée voir un médecin du sport, parce que je m'étais blessée après un cours de danse. Et ce que le médecin m'a fait, c'est qu'il m'a posé plusieurs questions pour essayer de comprendre dans quel contexte est-ce que les douleurs ont commencé. Il m'a demandé de me tenir d'une certaine manière, de plier la jambe d'une certaine façon, pour essayer de voir comment je réagissais et pour me demander aussi, en termes de feedback, comment est-ce que je ressentais là la douleur dans mon corps. Enfin, il m'a fait même une petite échographie au niveau de la cuisse, ce qui lui a permis de confirmer l'hypothèse initiale et même de préciser le degré d'importance de la blessure. En fait, il s'avérait que j'avais un claquage. C'est donc une blessure sur le plan musculaire. Du coup, dans ce cas de figure, le problème, c'est pas que je peux pas poser la jambe ou c'est pas que j'ai mal à la cuisse. Le problème, c'est qu'il y a une blessure au niveau de mes tissus musculaires et c'est ça qu'il va falloir guérir. Parce que si on guérit la blessure, normalement, j'ai plus mal, je peux poser la jambe et je peux marcher normalement. Et bien, c'est pareil quand tu as de l'inconfort émotionnel persistant. Ce que je te recommande, c'est d'aller consulter un ou une professionnelle. Il y a quelques exceptions à ce conseil-là. La première exception, c'est que tu es toi-même professionnel de la guérison émotionnelle, notamment de la guérison des psychotraumas, ou alors tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et tu as de l'éducation et des outils pour pouvoir analyser la situation correctement et faire la distinction entre la cause et les symptômes. C'est tout à fait possible de s'auto-analyser, de faire cette première étape autonome si tu réunis ces conditions que je t'ai présentées juste avant, si tu es professionnel ou très expérimenté. Mais même dans ces cas-là, parfois, ça peut valoir le coup d'aller voir quelqu'un d'autre parce que soit on n'arrive pas à avoir soi-même suffisamment de recul, soit on a déjà tenté des choses basées sur nos interprétations précédentes et ça n'a pas suffi à ce que la guérison se fasse puisque les symptômes continuent et le problème persiste. Une phrase que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de problème à avoir un problème. Le problème, c'est quand tu ne vois pas d'où vient le problème. Parce que si tu ne vois pas d'où vient le problème, tu ne peux pas le résoudre. Mais avoir un problème, c'est OK. Tu as le droit de te donner l'autorisation de recevoir l'aide dont tu as besoin. Et c'est grâce à des personnes comme toi que je suis convaincue que dans quelques générations, prendre soin de sa santé psychologique et émotionnelle sera la norme. Tout le monde comprendra beaucoup mieux
à quoi ça sert, en quoi c'est efficace. C'est tout à fait naturel de se faire accompagner pour ça. Donc, à quoi ça peut ressembler quand tu vas voir un ou une professionnelle de la guérison des traumas? Déjà, ça va dépendre de comment chacun ou chacune travaille. Pour ma part, la première chose que je fais, c'est un bilan. On ne va pas tout de suite rentrer dans du soin, de la résolution du problème. On va d'abord prendre du recul et essayer de comprendre dans quel contexte le problème est apparu, quelles sont les caractéristiques. En fait, généralement, les caractéristiques, ça va être des symptômes que tu vas me rapporter. Comme moi, avec le médecin, quand j'ai rapporté le fait que j'avais mal à la cuisse, que j'arrivais pas à poser la jambe, que ça faisait 3 jours que c'était le cas, que c'était arrivé après un cours de danse, et que je savais pas forcément pourquoi j'avais mal, mais le fait est que j'avais mal. Des symptômes d'inconfort émotionnel, ça pourrait être, par exemple, tu ressens de l'anxiété, du stress par rapport à une situation, tu as un sentiment d'impuissance, par exemple au niveau relationnel. Tu n'arrives pas à te positionner, tu n'arrives pas à te faire confiance, à exprimer ce que tu veux pas. Ou alors tu t'enfermes complètement et tu coupes le contact parce que tu as peur de te laisser envahir par les autres. Peut-être que tu ne sais pas quelle est la cause profonde de cet inconfort émotionnel, mais le fait est qu'il est là. Et ça vient impacter ton estime de toi. Parce que tu te vois en galère, tu te vois insécure, tu te vois désaligné, et t'aimes pas ça, et c'est normal. Ça te pose problème parce que régulièrement, ça te réactive. Dès que tu te retrouves dans la situation qui pose problème, boum, tu te remets à nouveau à stresser, à te sentir pas bien, à être irritable ou à te renfermer complètement. Donc en fait, tu te mets à redouter les situations. Tu appréhendes, des fois tu évites carrément les situations pour pas les vivre, ou alors tu te tends avant même que ça arrive. Et du coup, quand la situation se présente, bah, tu rentres dedans et encore plus sur la défensive, encore plus agressive, encore plus sèche. Sauf que c'est malgré toi, donc ça te dépasse et ça impacte donc ta qualité d'être, ta qualité de faire, par exemple là en l'occurrence, de faire lien avec l'autre, et ça impacte la qualité de tes relations. Là, à ce moment-là, moi, en tant que professionnel, je devrais déjà avoir quelques indices sur les causes profondes du problème. J'aurais pas forcément le détail spécifique de à quel souvenir c'est lié, mais je pourrais déjà dire, OK, il y a certainement quelque part, à l'intérieur de cette personne, des mémoires traumatiques qui lui donnent pas le droit de poser ses limites de façon saine, des mémoires traumatiques en lien avec l'intrusion que les autres ont eue de son espace à elle, et peut-être qu'il y avait un décalage entre l'éducation et les besoins de l'enfant ou de l'adolescente qu'elle était. Et donc, du coup, là aussi, il doit y avoir des blessures liées à de la négligence, volontaire ou involontaire. En tout cas, ce sentiment profond de manque et de désespoir à pouvoir nourrir ses propres besoins. Cela étant clarifié, on peut passer à l'étape 2. Lorsque le médecin du sport a identifié que j'avais un claquage à la cuisse, il m'a recommandé un protocole pour accompagner la guérison de ma blessure. Ce protocole consistait à prendre quelques médicaments les premiers jours à la suite de la consultation pour mieux vivre la douleur. Il m'a prescrit d'éviter de retourner au sport tant que ce n'était pas guéri, de marcher avec précaution lorsque je me déplaçais. Et enfin, il m'a prescrit aussi plusieurs séances de kiné. La kiné, quant à elle, a procédé à des massages au niveau de ma cuisse et aussi à tout un ensemble d'exercices de rééducation qu'on a fait ensemble pendant les séances et que je devais faire aussi seule de manière autonome en dehors des séances. J'ai eu un suivi pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que les signes de guérison apparaissent, c'est-à-dire une diminution de la douleur, et aussi jusqu'à ce qu'une récupération de mes capacités revienne, c'est-à-dire la possibilité de marcher de plus en plus normalement et progressivement même de pouvoir reprendre mon activité sportive. À quoi ça ressemble sur le plan de la guérison émotionnelle? Pour le cas que j'utilise pour cet épisode, donc une personne qui a des soucis à se positionner relationnellement, je vais également adopter une approche multidimensionnelle. Dans un premier temps, je vais souvent lui donner des ressources pour pouvoir mieux traiter les symptômes de stress. Je sais que dans cet épisode, on fait la distinction entre les causes profondes, la guérison des causes profondes et la guérison des symptômes. Cela étant dit, en fait, c'est bien de pouvoir aussi gérer de manière victorieuse les symptômes, d'une façon qui soit alignée. Typiquement, si par exemple la personne, pour gérer son stress, a tendance à se laisser complètement déborder, eh bien, des outils de régulation émotionnelle peuvent l'aider. Des outils
qui repose sur la régulation du système nerveux et qui permet d'activer des fonctions naturelles du corps à pouvoir être présent, confiant, tout en ressentant les émotions. En France, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à ressentir leurs émotions parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de nommer et qu'on a l'habitude d'accueillir dans notre vie comme expérience. On a souvent un rapport très intellectuel aux émotions, mais les émotions, avant tout, c'est un phénomène qui se passe dans le corps physique. Donc, arriver à être présent avec soi-même, ressentir ses propres émotions, retrouver un sens de sécurité intérieure, de confiance, ça permet du coup de sortir du tout ou rien et de pouvoir être plus fluide avec les événements de la vie qui se passent. Dans un deuxième temps, on va aller travailler sur les traumas, les blessures émotionnelles. Et quand je dis trauma, peut-être que tu te représentes quelque chose d'un peu spectaculaire ou catastrophique, mais la plupart des traumas, c'est des traumas avec un petit t. C'est des situations de la vie courante qui ont été des expériences douloureuses, des expériences d'incompréhension, de choc, d'impuissance et de solitude. Tous les traumas sont valides. Il n'y a pas une forme de trauma qui est plus valide de générer de l'inconfort émotionnel que d'autres. Même des toutes petites choses qui semblent anodines peuvent causer énormément de souffrance à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est physiologique, c'est le système nerveux qui a mal, qui s'est pris un coup. Même si c'est psychologique, la douleur est réelle. Donc là, en fonction de la personne, j'ai plusieurs protocoles de guérison des traumas que je peux appliquer pour permettre à la personne de se reconnecter aux causes de sa douleur. Je peux te donner juste un exemple pour te montrer à quel point ça peut être anodin. Ça peut être par exemple quand la personne était petite, il y avait un truc qu'elle avait très envie de faire et qu'elle pensait ne pas avoir le droit de faire. Et du coup, elle se retrouve à le faire en cachette. Sauf qu'un jour, elle se fait prendre. Et ça suffit pour créer un énorme trauma. Et ça peut être un tout petit truc, hein. C'est le fait de se curer le nez, ça peut être le fait de lire un livre dans son lit alors qu'elle devrait être en train de dormir. C'est le fait de mal ranger ses chaussures dans l'armoire. Et la manière dont le parent va réagir dans cette situation peut paraître extrêmement ordinaire. C'est peut-être juste une petite réprimande, peut-être juste un rappel que c'est pas OK. Mais si l'enfant derrière n'est pas suffisamment rassuré, et ça va dépendre de la sensibilité de chacun, mais si l'enfant n'est pas suffisamment rassuré, c'est possible que ce souvenir devienne un souvenir traumatique, que son cerveau n'arrive pas à distinguer la leçon de l'expérience émotionnelle, et elle va se trouver régulièrement réactivée, cette personne, à chaque fois que quelqu'un va la surprendre en train de faire quelque chose qu'elle croit ne pas être OK, qu'elle déçoit les attentes de quelqu'un et qu'elle se fait prendre sur le fait. Il se peut que toutes ces émotions qu'elle a ressenties enfant, de peur, de honte, de culpabilité, d'envie de se cacher, que tout ça remonte, même à l'âge adulte, dans des situations qui inconsciemment lui rappellent cette expérience-là. Donc, dans les processus de soins, je vais permettre à la personne de reconnecter avec ses souvenirs traumatiques, ses blessures émotionnelles, mais avec cette fois, cette conscience d'adulte, cette présence rassurante qu'elle peut être vis-à-vis d'elle-même, et permettre à son cerveau, à son système nerveux de faire le travail, de trier finalement la leçon des émotions, de pouvoir vivre les émotions tranquillement, de prendre le temps d'accueillir la peur, d'accueillir le stress, d'accueillir la culpabilité, d'accueillir l'impuissance, d'accueillir l'envie de se cacher. C'est OK. C'est OK de ressentir tout ça. Et après, de prendre du recul et se dire, OK, dans cette situation, de quoi est-ce que j'aurais eu besoin? Comment j'aurais pu le recevoir? Pourquoi est-ce que son parent s'est comporté de cette manière-là? Remettre du sens, remettre de la logique, remettre de la compréhension. Distinguer les faits, les leçons, des émotions, et ainsi permettre, une fois qu'elle ira se coucher le soir après la séance, permettre à son cerveau de retenir uniquement les leçons et de ne plus avoir à porter la charge émotionnelle liée à ce souvenir-là. Ensuite, dans un troisième temps, je vais mettre en place un suivi et donc je vais poser des questions et je vais vérifier avec la personne en fonction de ses objectifs, en fonction de sa problématique initiale. Je vais vérifier avec la personne comment est-ce que les choses évoluent. Est-ce qu'elle est toujours aussi réactivée dans telle situation, telle situation? Est-ce que quand on la voit en train de faire quelque chose, qu'elle sait que la personne en face ne cautionne pas, est-ce qu'elle est toujours aussi stressée, coupable, honteuse, envie de se cacher? Ou est-ce que
Finalement, elle arrive à faire la différence entre l'avis de l'autre et son propre avis. Elle arrive à rester ancrée avec elle-même, savoir pourquoi est-ce qu'elle a décidé, par exemple, de s'habiller de telle manière et que même si ça plaît pas à la personne en face, bah, en fait, il y a pas de souci, l'autre personne a le droit d'avoir son avis aussi. On va voir comment les ressources pour gérer ses émotions ou même pour gérer la relation, toutes les ressources transmises au fur et à mesure de l'accompagnement, si elles sont efficaces. Est-ce que la personne arrive à poser ses limites? On va regarder si au niveau de l'estime de soi, c'est de plus en plus positif et ajuster le protocole, les ressources, les soins jusqu'à guérison de la blessure. Si on guérit la blessure, il va y avoir une détente, il va y avoir un retour à son centre, la personne va pouvoir se réaligner, s'apaiser, être confrontée aux différentes situations avec beaucoup plus de calme, avec beaucoup plus de recul, de discernement. Et enfin, étape numéro 3, réapprendre à vivre en santé et savoir prévenir les futures blessures. Une fois que ma cuisse a été guérie il y a 2 ans, j'ai pu retourner au sport et à la danse. J'ai pu réapprendre à vivre avec cette possibilité-là de prendre du plaisir en dansant, de me dépenser en faisant du sport, sans être dans l'appréhension d'une future blessure. Et ce qui m'a aidé à avoir confiance, c'est que je savais comment éviter les blessures et que j'appliquais les exercices la plupart du temps. Pour moi, ça consistait à des échauffements qui étaient adaptés, la compréhension de comment augmenter par palier les efforts pour permettre à mon corps de s'adapter au fur et à mesure sans trop brusquer d'un coup, et aussi le discernement que j'ai acquis pendant la rééducation sur les degrés de douleur qui étaient anormales et les degrés de douleur qui étaient acceptables, qui étaient juste l'effort physique. Et c'est quelque chose qui se passe aussi après avoir guéri une blessure émotionnelle. La personne ayant vécu ce processus de guérison des blessures va avoir instinctivement l'expérience de toutes les émotions qui sont complètement normales. Et après, des grosses émotions, des blocs émotionnels qui sont liés à, OK, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la blessure, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, dans le sens où ça mérite qu'on s'asseye et qu'on prenne le temps de dérouler tout ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup. Mais au quotidien, c'est tout à fait normal de ressentir des émotions sans que ça altère la qualité d'être, la qualité de faire, ni les relations. Quand on interagit avec quelqu'un, c'est possible d'avoir des émotions inconfortables par moment et d'être avec et qu'elles finissent par passer. Tout comme au niveau de la cuisse, c'est normal quand je fais du sport, quand je fais de la danse, d'avoir par moment des petites douleurs, des inconforts, des choses qui sont naturelles et normales. Et aussi, pour éviter de se retrouver avec des douleurs intenses, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, la personne va apprendre à mettre en place des routines pour être plus à l'écoute de ses différents besoins, à l'écoute des sensations dans son corps qui sont là pour la prévenir de si ses besoins sont nourris ou pas, y compris les besoins de s'accomplir, de se réaliser, d'être en accord avec ses propres valeurs. Elle va faire des exercices qui vont lui permettre aussi de relâcher la pression, de clarifier ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de digérer les sensations. Ou de l'autre côté, des exercices qui lui permettent de se remobiliser, de se canaliser, de se recentrer pour pouvoir agir d'une manière qui lui correspond en maîtrise d'elle-même et non pas en laissant la peur et son insécurité prendre les commandes. Et enfin, il y a cette dimension de réapprendre à vivre avec le confort émotionnel. Et ça va être plus ou moins facile en fonction de l'histoire de chacun. Parfois, quand on a vécu avec tellement d'inconfort émotionnel depuis tellement longtemps, on ne sait pas comment vivre avec le confort émotionnel. Et là, quand je parle de confort émotionnel, je vais clarifier de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir. Il ne s'agit pas non plus de ressentir que des choses agréables et jamais de choses désagréables. Le confort émotionnel, c'est pas faire en sorte d'éviter les situations qui nous mettraient mal à l'aise, parce que là, ce serait de l'évitement. Le confort émotionnel, c'est que intérieurement, profondément, on a accès au calme, à la paix intérieure, à la confiance en soi et en la vie, la confiance en ses propres capacités, ses propres jugements. On arrive à être présent avec soi-même et dans l'instant. On arrive à trouver l'équilibre entre
une ouverture curieuse au monde et la capacité à pouvoir se concentrer et être recentré sur ce qu'on veut accomplir et ce qu'on veut observer. Et ce confort émotionnel, il va se décliner dans plusieurs situations. On va pouvoir même le renforcer par l'expérience de différentes situations, différents événements qu'on va vivre et dans laquelle on va pouvoir s'installer dans cette posture au sein d'une situation inhabituelle, au sein d'un imprévu, au sein d'une difficulté, d'avoir la possibilité de retourner à cet espace intérieur de calme et de confiance, d'ouverture et de concentration. Et cet état que je viens de décrire, pour les personnes qui ont des blessures émotionnelles en quantité et depuis très longtemps, c'est un état qui est quasi jamais expérimenté. Donc pour ces personnes-là, il va falloir s'armer de patience et identifier aussi qu'il peut y avoir le problème de l'addiction au chaos. Et je ferai prochainement une vidéo sur le sujet et que je mettrai en fin de vidéo et dans la description pour que tu puisses la découvrir. Rappelle-toi que le problème, ce n'est pas d'avoir un problème, c'est le fait de ne pas savoir distinguer quel est le vrai problème. Une fois que tu sais clairement quel est le vrai problème, alors il n'y a plus qu'à trouver les solutions et les appliquer pour en sortir.